chairmanship of Rome mechanism from Republic of Burundi to Republic of Uganda. Members of the diplomatic corps and all the people who are here, I want to thank and congratulate His Excellency Ndayishimiye for the wonderful work he has been doing for the last 2 years, as you heard. You heard his exhaustive speech talking about this problem of Congo, but in many ways, that problem of Congo has been similar to other problems in Africa since independence. We had a long discussion inside among ourselves, and I was telling Their Excellencies that I have been watching the situation in Africa as a close observer and also a participant for the last 65 years. When this problem of Congo started, we were watching. It was like live on TV. They had elections in 1960, and there were two camps. One camp was of parties which were sectarian, based on ethnicity. The Bakongo, Chombe of Katanga, and so on. Remember, had a party called MNC, which was a party of unity. You could call it a patriotic party. He won the election, but he was killed. And from that time, Congo has never been stable. There was a huge rebellion by people called Simba. These were peasants who were supporting Lumumba. They were not well organized, but you could see they were popular and very angry, but also not disorganized, believing in witchcraft and so on. The problems went on. When Mobutu came into power, the internal problems of Congo continued, off and on. Katanga, then the rebellions of 1978, somebody called Nathaniel Mbumba. Now, the problems were, you could see, we who were watching, you could see that the problems were really two. Not listening to the populations, of Congo. The government which was there was not listening to those people. But also depending on external support, military support. When Mobutu came in, he was being supported by the UN forces. Then the French, Giscard d'Estaing,
sent French army there, then Morocco, then so on and so on. So those two parts. Not listening to the local people, but depending on external support. As long as I have external support, I don't care about the internal. That was, of course, was not only in Congo, even here, that was the problem. In Uganda, that's why Uganda had become a failed state. And in Sudan, that was the problem. Khartoum was not. So it was a big problem of politics of identity, tribes, religion, not listening to the nationals and depending on external support. Now, His Excellency referred to it, the new dimension, and also not caring about the neighbors. Mobutu never cared about the internal people of Congo, nor did he care about us, didn't care. And he was supporting groups against Angola, Savimbi, Holden Roberto. They were in Congo against Angola, against our view. Because at that time, we had an anti-colonial effort. But Mobutu was on the other side. So don't listen to the internal, don't listen to the neighbors, and depend on external support. Now the collapse of Mobutu came. Meanwhile, in Rwanda, Burundi, there was now another problem. The problem of ethnicity, which had come up towards the independence of Burundi and Rwanda. The conflict, the artificial conflict between Hutu Tutsi, which had resulted in the massacre of the Tutsis in Rwanda in 1959. That massacre of the Tutsis generated a Tutsi diaspora. That's how these people like President Kagame, they were here, came here as young children. I think Kabarebe must have been born here. That big minister. That big minister Kabarebe was born here, in exile. In Burundi, the crisis was postponed because there were patriotic leaders with a movement called UPRONA, led by Prince Ruru Rwagasore. They kept the Burundi people united, so they didn't have the crisis or the same problem. But Rwagasore was killed. Rwagasore was killed. Lumumba was killed. Rwagasore was killed. You say Mure, Français, killing. What is killing? Assassinate, but they are there to murder, to kill. Mure, to kill. We had said the word inside there, I forgot. To kill, to die. So, Rwagasore was killed by a white priest. He's a deputy. Rwagasore was a Tutsi and a prince. He was a prince. He's the deputy. Njana Ndumwe was a Hutu. Was killed also. So UPRONA was beheaded.
decapitate. I also have some few French words. Decapitate. So now some other people who were confused, Michombero, came in 1965, 66. 66, Michombero. What you people you call history, I call current affairs, because all these were, I was watching. So Michombero came in now, he said now, for the Tutsis to survive in Burundi, they must kill the Hutus and they must monopolize power forever for their security. So that's how now the problem of Burundi now also became more or less like Rwanda, especially in 1972. That's what the worst. Now, the Tutsi diaspora from Rwanda who ran away went to Uganda, Congo, Tanzania, there were very many there, organized. And we tried to negotiate with Habyarimana. Habyarimana, please let these people go back to their country. Habyarimana said, no, there's no space for them. Rwanda is too squeezed. So these fellows, impatient, they organized. His Excellency referred to it here. They attacked Rwanda. We tried to negotiate to have a peace. But now Mobutu intervenes now in Rwanda now to support Habyarimana, to support the Hutu extremists. That's how now the problem of, His Excellency referred to it, that's how the problem of Congo now, which had its own internal problems, is now linked with the problem of Rwanda. Mobutu's army was defeated in Rwanda, and together with Habyarimana, as His Excellency said, the army of Habyarimana was destroyed. Then they fled into Goma. We appealed to Mobutu to disarm them, we wouldn't listen. Because he thinks the internal forces don't matter, we the neighbors don't matter, what matters are the foreigners who are supporting them. This really, you better focus on that. Because otherwise, why was Mobutu not listening? We were here, we could have helped him. So, that's how now the problem of Rwanda gets linked to the problem of Congo. When is organized and attack the Hutus in Goma, and then it led to the collapse of Mobutu. So that is this whole story. But it is solvable, because here in Uganda we solved it. We had the same problems. Sectarianism of religion, sectarianism of tribes. But we exposed that misanalysis. Why is identity important? More important than interests? His Excellency referred to it in his speech. Why don't you look at trade and exchange of goods and services and building the economies for the whole area instead of tribes, religion? So we had a long discussion when we were inside there. I want to congratulate again His Excellency for the good work he has done. You had the elaborate report he gave. We are now going to, we know what the problem is. This can be solved. All of them, we sit here, we can solve them.
because this is, we are ancient people of this area, we are not new arrivals. There's nothing we don't know about all these countries, Rwanda, Burundi, Eastern Congo, Tanzania, Kenya. These are our people. So therefore, let's really solve this problem, which is easy. In my opinion, these problems are easy to solve. They are not difficult. What is difficult is three mistakes: philosophy, ideology, strategy. Once you make those mistakes on those three, then that's how a small problem becomes a big problem. So I thank everybody for coming, responding to our invitation, and I thank His Excellency Ndayishimiye for shepherding this work in the last 2 years. So let's do in this phase, because we know what the problem is, and it can be solved. But we must have the political will, and the foreigners should limit their involvement, because the foreigners are the ones who carelessly embolden the mistake makers. Then the mistake makers think that we don't care about these internal groups, we don't care about the region. What is important is the external support. This is the problem I have seen here. I thank you, and let's now go for the next. Your Excellency, this marks the open session. To kindly take leave, there is some room organized for you there. We shall again invite you. Excellences, Monsieur le Secrétaire exécutif de la CIRGL, distingués invités, Mesdames, Messieurs, tout protocole observé. Qu'il me soit permis de commencer par rendre grâce à Dieu Tout-Puissant qui nous a permis de nous réunir dans cette belle ville de Entebbe. Qu'il continue à nous guider durant les travaux de ce 12e sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région, dont je salue l'excellente organisation. Je remercie particulièrement notre musée, le président Yoweri Kaguta Museveni, pour l'accueil fraternel et chaleureux, ainsi que l'hospitalité légendaire qui nous a été réservée depuis notre arrivée dans cette belle ville de Entebbe, la République de l'Ouganda, la perle de l'Afrique. Je voudrais par cette même occasion transmettre à travers vos excellences les sincères et amicales salutations du peuple burundais au peuple ougandais ainsi qu'aux peuples respectifs des pays signataires de l'accord cadre. Excellences, Mesdames, Messieurs, 12 ans se sont écoulés après la signature de l'accord cadre intervenu le 24 février 2013 à Addis Abeba. Cet accord a l'objectif principal de mettre fin aux conflits armés dans l'est de la RDC et de résoudre les causes profondes de la violence et des guerres répétitives dans la région. Il vise aussi à établir une paix durable, à renforcer la sécurité et à favoriser la coopération régionale pour la paix et le développement durable. Depuis sa signature en 2013, et particulièrement depuis le dernier sommet du mécanisme de suivi de sa mise en œuvre tenu à Bujumbura en 2023, nous avons parcouru un chemin près d'embûches. En effet,
la guerre est devenue plus dévastatrice qu'auparavant. Le début de cette année 2025 a été marqué par une situation grave avec la résurgence de la guerre déclenchée par le M23 soutenu par le Rwanda. La conquête et l'occupation des territoires congolais à l'est, la prise de l'aéroport de Goma et de Bukavu, ainsi que le blocage et la destruction des infrastructures ont occasionné des conséquences désastreuses, massacres, violences massives des droits de l'homme, afflux des réfugiés et déplacés, appauvrissement des populations, anéantissement des activités économiques, pillage, etc. Une situation qui va de mal en pis aussi longtemps que la guerre perdure. Les efforts régionaux et internationaux en soutien au gouvernement congolais pour le rétablissement de la paix n'ont pas donné de résultats satisfaisants. La communauté est-africaine, qui pourtant avait marqué des avancées significatives dans la recherche de la solution pacifique, s'est heurtée au manque de volonté du M23 d'entamer les premiers pas vers le rassemblement et le cantonnement des combattants. Moi-même, en tant que président du sommet des chefs d'État de la communauté est-africaine d'alors, j'ai rencontré à maintes reprises les responsables du M23 à Bujumbura pour chercher ensemble une issue favorable à toutes les parties au conflit. Mais au moment où on allait assister au déclenchement du processus de paix, la guerre a résurgi jusqu'à ce jour. La force régionale a alors été obligée de plier bagages, laissant sur place l'Ouganda et le Burundi qui agissent aux côtés du gouvernement de la RDC sous l'égide des accords bilatéraux de défense commune. En plus de cela, j'ai pris l'initiative d'être à l'écoute des communautés congolaises en rencontrant leurs chefs coutumiers. Parmi tant d'autres, j'ai eu particulièrement des discussions avec la communauté de Banyamulenge et nos échanges ont été fructueux car même s'il y a quelquefois une certaine réticence due aux influences externes, une partie non négligeable de cette communauté se reconnaît congolais. Je tiens ici à féliciter notre frère, son Excellence le Président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a concrétisé sa compréhension en les intégrant dans les institutions de l'État en tant que Congolais. Après le départ de la force régionale, les forces de la SADC sont venues épauler les forces armées de la République démocratique du Congo pour rétablir la paix dans cette région. Mais suite à l'intervention des forces de défense rwandaises aux côtés du M23, ces efforts ont aussi échoué. Aujourd'hui, le Nord Kivu et une partie du Sud Kivu échappent au contrôle du gouvernement avec toutes les conséquences qui en découlent quant à l'exécution des missions régaliennes de l'État congolais. La population de cette partie du territoire erre comme des brebis sans berger. Des efforts de médiation dans les processus de Nairobi et de Luanda semblent ne pas apporter de fruits malgré les efforts fournis par le président angolais, son Excellence Joao Manuel Lorenzo, et l'ancien président kenyan, son Excellence Uhuru Kenyatta. Je voudrais cependant saluer toutes les bonnes initiatives prises et les différents processus en Afrique ou en dehors du continent africain qui contribuent encore à la recherche des solutions par voie négociée. Je salue les efforts déployés à l'échelle régionale, notamment par l'Union africaine, la communauté de l'Afrique de l'Est, la communauté économique des États de l'Afrique centrale,
la conférence internationale sur la région des Grands Lacs et la communauté de développement de l'Afrique australe, ainsi que des efforts consentis par le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour rétablir la paix et la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je salue également la nomination du groupe d'éminents facilitateurs pour le processus EAC-SADC, dont 2 femmes qui appuient le médiateur désigné de l'Union africaine, Son Excellence Faure Gnassingbé, président de la République togolaise, et a succédé à Son Excellence João Manuel Lourenço, président de la République d'Angola, à qui nous adressons encore une fois nos remerciements pour ce remarquable travail accompli dans le cadre du processus de Luanda. Excellence, au moment où je vous parle, la guerre qui se vit à l'est de la RDC a atteint son paroxysme et si rien n'est fait, elle risque non seulement de s'étendre dans les autres provinces de la RDC, mais elle peut aussi embraser certains pays de la sous-région. En effet, les groupes armés étrangers qui sévissent dans cette partie du territoire de la RDC, profitant du soutien de certains pays comme le Rwanda, sont aux aguets pour tirer profit de cette situation. J'ai eu l'occasion d'alerter la communauté internationale et régionale sur le danger que présente l'élargissement au quotidien de l'étendue du champ de bataille pour la région. Non seulement cela peut provoquer un afflux de réfugiés incontrôlable, mais cela présente une occasion pour les criminels de faciliter la circulation des armes dans les pays de la sous-région, ce qui risque de créer des tensions entre certains pays. À cette occasion, je tiens à saluer la réaction prompte des différents forums internationaux, notamment la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, condamnant avec fermeté l'offensive menée par le M23 dans le Sud Kivu, dans le Nord Kivu et le Sud Kivu, avec le soutien de la force de défense rwandaise, ainsi que la prise de contrôle de la ville de Goma et celle de Bukavu. Je salue aussi la session du Conseil des droits de l'homme, le sommet de la CEAC et le sommet de l'Union africaine, tous tenus en février 2025, qui ont tous condamné les atrocités commises et qui ont pris la décision et formulé des recommandations qui ont apporté une contribution significative en faveur de la paix de la région. Excellences, Mesdames, Messieurs, les obstacles rencontrés ne pourraient en aucun cas nous empêcher de saluer les réalisations des 2 dernières années en guise de bilan et de mise en œuvre de l'accord cadre. Des consultations de haut niveau que moi-même j'ai menées, d'abord à ma qualité de président de la communauté est-africaine d'alors et aussi en qualité de président du mécanisme de l'accord cadre, des rapprochements diplomatiques entre certains pays, l'organisation pacifique des élections en RDC sont autant de faits à saluer dans nos pays. Par ailleurs, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, en consultation ou conformément à nos orientations et nos encouragements, a mené autant d'initiatives et de contacts, notamment aux États-Unis, au Togo, au Qatar, avec pour objectif de contribuer pour la paix dans la région. Je voudrais féliciter à la même occasion les institutions garantes de l'accord cadre, l'ONU, l'Union africaine, la SADC et la CIRGL, pour leur remarquable contribution en vue de la mise en œuvre de l'accord. Excellences, Mesdames, Messieurs, au cours du 11e sommet du mécanisme de suivi, plusieurs recommandations et encouragements ont été formulés. En effet, les chefs d'État et de gouvernement ont réaffirmé la pertinence de l'accord cadre
en tant que moyen de promouvoir la paix et une stabilité durable dans la région et ont demandé au comité d'appui technique de procéder à une évaluation indépendante, franche et sincère de la mise en œuvre de l'accord cadre, en soulignant ses forces et ses faiblesses, et d'examiner comment les pays signataires adhèrent à ses principes et à ses engagements. À cet effet, c'est avec satisfaction que je me félicite du travail accompli pour la revitalisation de l'accord cadre dont le document assorti d'un plan d'action va vous être présenté. Ce travail a été un résultat de plusieurs étapes, notamment une retraite relative des pays signataires, des institutions garantes et d'autres partenaires organisés à Durban, en Afrique du Sud, en octobre et novembre 2023, suivi de plusieurs réunions du comité d'appui technique et de la session ministérielle qui a eu lieu hier ici à Kampala. De même, le communiqué final du 11e sommet du mécanisme de suivi a mis en exergue le soutien à la pleine participation des femmes et des jeunes à la prévention des conflits, à la consolidation de la paix et au dialogue politique dans la région, y compris le processus de Nairobi et de Luanda. Des encouragements ont été formulés à l'endroit de la République du Burundi en tant que président centrante du mécanisme régional de suivi, à organiser une plateforme de dialogue avec les femmes et les jeunes de la région, afin de leur permettre de contribuer aux efforts régionaux de paix. Je suis de vous annoncer que le dialogue continental intergénérationnel sur la jeunesse, la paix et la sécurité a été couplé au Forum de jeunes des pays signataires de l'accord cadre et s'est tenu à Bujumbura au Burundi du 14 au 16 décembre 2023. J'ai moi-même, en ma qualité de président en exercice du mécanisme régional de suivi et champion de l'Union africaine pour l'agenda jeunesse, paix et sécurité, ouvert les travaux et prodigué des conseils et orientations à la jeunesse conformément à l'agenda 2063 de l'Union africaine et à la résolution 2250 de sécurité des Nations unies, avec des témoignages concernant les actions louables par ou en faveur de la jeunesse. De même, les activités du Forum régional des femmes des pays membres du mécanisme régional de suivi des pays signataires de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région ont eu lieu le 22 et 23 août 2024 à Bujumbura sur le thème « Promouvoir le programme régional pour la paix, la sécurité et la coopération économique pour la prévention, la protection et le relèvement ». J'ai également moi-même procédé à l'ouverture des travaux soulignant le rôle indispensable des femmes dans la prévention et la résolution des conflits, encourageant les chefs d'État et de gouvernement des pays signataires de l'accord cadre de concentrer les efforts visant à prendre en compte la voix de la femme, notamment en exergue l'impact des conflits sur les femmes et la nécessité de leur pleine participation au processus de paix et de sécurité, tout en encourageant les femmes à développer des stratégies efficaces pour construire une paix durable. Toujours dans le cadre de la mise en œuvre des décisions et recommandations du 11e sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre, la cellule opérationnelle sur les mesures non militaires a été encouragée à poursuivre son engagement et auprès des groupes armés étrangers en RDC, en toute transparence avec le gouvernement congolais. Les résultats de la mission effectuée en RDC en septembre 2024 par la cellule opérationnelle du groupe de contact et de coordination, un mécanisme de l'accord cadre
sur les mesures non militaires à l'est de la RDC, axé sur le désarmement en vue du rapatriement des anciens combattants, ont été déterminants pour l'organisation d'un atelier technique afin de permettre l'élaboration d'un cadre légal national pour la réintégration des ex-combattants qui ont renoncé à la violence. Cet atelier a été organisé en décembre 2024 à Bujumbura. Le processus de mise en place du cadre légal suit son cours. Excellences, Mesdames, Messieurs, je m'en voudrais si je ne souligne pas le rôle joué par les uns et les autres dans la réussite de la mission qui m'était assignée. Ainsi, je me permets de noter que ces résultats ont été rendus possibles grâce notamment à une collaboration étroite et productive entre les services de renseignement burundais et congolais, à l'appui du bureau de l'envoyé spécial des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, ainsi que d'autres partenaires à qui j'adresse mes sincères remerciements. Excellences, Mesdames, Messieurs, je ne peux terminer la présentation de ce rapport sans parler de la contribution du Burundi comme pays signataire dans la mise en œuvre des principes énoncés dans l'accord cadre. Mais tout d'abord, je voudrais rappeler les principes auxquels les pays de la région se sont engagés. Il s'agit de ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures des États voisins, ne pas tolérer ni fournir une assistance ou un soutien quelconque à des groupes armés. Il s'agit aussi de respecter la souveraineté et l'intégrité du territoire et des États voisins, renforcer la coopération régionale, y compris à travers l'approfondissement de l'intégration économique, avec une attention particulière accordée à la question de l'exploitation des ressources naturelles. Il s'agit aussi de respecter les préoccupations des intérêts légitimes des États voisins, en particulier au sujet des questions de sécurité. Il s'agit aussi de ne pas héberger ni fournir une protection de quelque nature que ce soit aux personnes accusées de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, d'actes de génocide ou de crimes d'agression, ou aux personnes sous régime de sanctions des Nations Unies. Et en fait, il s'agit de faciliter l'administration de la justice grâce à la coopération judiciaire dans la sous-région. Excellences, Mesdames, Messieurs, ces engagements nous interpellent tous aujourd'hui et le Burundi les a pris comme cheval de bataille. En ce qui concerne le Burundi, il a déjà pris la position ferme et positive de ne jamais être parti au conflit, mais plutôt être parti à la solution. Le Burundi est déterminé à jouer un rôle clé dans la création de l'environnement favorable pour offrir un espace de paix permettant à la région de s'épanouir dans la tranquillité. Alors que dans le passé, le Burundi était un fardeau pour l'Afrique et la région, il est devenu aujourd'hui un pays stable et réconcilié. La paix et la sécurité règnent sur tout le territoire national du Burundi et demeurent une priorité du gouvernement et du peuple burundais, contribuant ainsi aux missions de paix dans la région. Au niveau national toujours, d'autres activités importantes en faveur de la paix et du développement sont réalisées, y compris l'encadrement de la jeunesse et le renforcement du leadership féminin. La population burundaise s'apprête à participer paisiblement aux élections législatives et communales le 5 juin 2025. À cet effet, la communauté nationale et internationale a été témoin le 9 mai 2025 du lancement de la campagne électorale au Burundi que j'ai moi-même lancée, cérémonie au cours de laquelle tous les candidats des partis politiques se sont alignés comme les équipes de haut championnat des Jeux olympiques et ont défilé ensemble, main dans la main, confiant en ce processus électoral financé par les Burundais eux-mêmes. Ce signe traduit à suffisance la maturité démocratique de mon peuple et je peux vous témoigner avec assurance que ces élections seront démocratiques, libres, transparentes et apaisées.
pour dire que le Burundi crée des conditions favorables pour la région, pour la stabilité de cette région. Au sujet de la solidarité et des actions humanitaires, permettez-moi de souligner qu'à la suite de la guerre à l'est de la RDC, particulièrement depuis le début de cette année 2025, le Burundi a fraternellement accueilli plus de 120 000 réfugiés congolais. À ce sujet, le Burundi a besoin d'un appui multiforme de ses partenaires pour accomplir davantage ces louables actions humanitaires. Je tiens aussi à remercier le gouvernement congolais à travers le bureau de la première dame congolaise qui s'est joint au bureau de la première dame du Burundi pour venir en aide à cette population réfugiée. Je remercie aussi les associations locales et les confessions religieuses burundaises pour leur compassion qui se manifestent par des soutiens multiformes aux besoins des réfugiés burundais. Aussi dans cette logique de soutenir la RDC pendant ces moments de crise, non seulement le Burundi accueille ces enfants de la nation congolaise, mais aussi le Burundi aide le gouvernement congolais à secourir cette population en détresse à l'intérieur de son pays. Comme je viens de le dire, le Burundi offre un espace aux voisins dans la région. Nous nous félicitons de la cohabitation pacifique avec les États voisins, même si nous ne pouvons pas être hypocrites en la matière. Il y a un contentieux entre le Burundi et le Rwanda, mais le Burundi est déterminé à chercher une voie de sortie par le dialogue. Nous attendons avec patience et beaucoup d'espoir la manifestation de bonne foi du côté du Rwanda pour mettre fin à ce contentieux de façon pacifique. Pour nous, nous ne croyons en aucun cas que le conflit entre les États peut se résoudre par la guerre. Nous devons privilégier cette voie de dialogue. C'est ainsi que même pour juguler les causes profondes du conflit en RDC, le Burundi est disposé à donner sa contribution, jouissant de son expérience dans la réconciliation nationale. Excellences, Mesdames, Messieurs, permettez-moi, avant que je ne chemine vers la fin de mes propos, de rappeler les grandes responsabilités qui nous incombent tous et des initiatives à soutenir pour nous attaquer davantage aux causes profondes des conflits dans la région. En effet, Excellences, Mesdames, Messieurs, le conflit en RDC ne prend pas origine dans les causes liées à la frontière. La RDC, le Rwanda, le Burundi partagent une histoire harmonieuse depuis la colonisation. En effet, pendant la colonisation belge, Bujumbura était la capitale de la région, comprenant le district de Kivu ayant comme capitale Goma, tandis que le royaume du Rwanda et du Burundi avaient respectivement la capitale Kigali et Gitega. Les trois entités cohabitaient pacifiquement et vivaient en symbiose comme dans un État fédéré. Après l'indépendance, il a été créé une communauté économique des pays des Grands Lacs, CPGL, avec comme capitale Gisenyi au Rwanda. Son objectif était de promouvoir l'intégration économique et régionale entre ses membres, en favorisant la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux, ainsi que la sécurité régionale. Déjà avant l'indépendance en 1958, nous avions déjà en commun une centrale hydroélectrique sur la rivière Rusizi qui nous sépare. En ce moment, nous menons ensemble un troisième projet de construction de la centrale hydroélectrique sur cette même rivière. Ceci pour vous dire que cette sous-région a un cordon historique qui unit ses États membres. Il est alors possible de creuser en profondeur pour mettre en évidence les racines réelles de ce conflit et les résoudre. En effet, ce conflit ne prend réellement son origine que dans la conséquence du génocide rwandais, quand la population a pris la voie de l'exil et que le gouvernement du Rwanda a pris la mesure de les poursuivre sur le sol congolais. Depuis lors, la RDC n'a jamais retrouvé la paix, car cette poursuite était non seulement la conséquence de la destruction totale de l'armée rwandaise de l'époque,
mais aussi elle a abouti à la destruction encore totale de l'armée zaïroise, causant ainsi la prolifération des armes dans les milieux civils congolais. Et cela a été l'occasion pour les criminels de la région de se procurer des armes et d'occuper cette partie du territoire qui est entre l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi. Ainsi, pour résoudre ce problème, il faut s'attaquer par deux angles. Le côté interne à la RDC et le côté inter-État. Pour le volet de la sécurité régionale, nous devons tous nous convenir pour désarmer ou mettre hors d'état de nuire tous les groupes armés étrangers qui se trouvent sur le sol congolais et nous engager, conformément aux principes énoncés au point 5 de l'accord cadre, de ne pas tolérer ni fournir une assistance ou un soutien quelconque à des groupes armés. Ensuite, entamer des questions d'intérêt commun liées à la vie de nos peuples respectifs. Dans ce sens, il n'y aura plus ce climat de suspicion entre nos États. Ce sera plutôt une occasion aussi de revitaliser la CPGL. C'est le cessez-le-feu. En ce qui concerne le volet sécurité interne en RDC, l'action concrète consistera d'abord à garantir la sécurité de tous les citoyens. Et cela consiste à faire le cessez-le-feu et le désengagement des forces, à désarmer tous les groupes et civils armés et à entamer le processus de dialogue inclusif pour aboutir à la définition d'un avenir commun à tous les Congolais. Il faudra surtout se focaliser sur les bases de la stabilité intérieure des États, qui sont notamment le renforcement de la bonne gouvernance, de la démocratie, de la lutte contre la corruption et l'exploitation illicite des ressources naturelles, la résolution du problème des réfugiés et le chômage, etc. Excellences, Mesdames, Messieurs, pour stabiliser nos pays et nos États, nous devons capitaliser les atouts immenses et notre richesse humaine dont les femmes et les jeunes occupent une place de choix pour la paix, la sécurité et le développement. Mais toujours, l'adéquation paix et développement qui sont entièrement liés doivent demeurer une priorité. C'est ainsi que notre proposition de plan de paix pour l'Est de la RDC insiste sur le démantèlement des forces négatives étrangères sur le sol congolais et la création d'un climat de confiance entre les États reste le couplet et le refrain de notre musique. Excellences, Monsieur le Président de la République de l'Ouganda, Excellences, Mesdames, Messieurs, avant de clore mon allocution, je voudrais souligner que je laisse à mon successeur un dossier important, celui de poursuivre la revitalisation de cet accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région. L'accord cadre revitalisé sera un outil essentiel et jouera un rôle crucial pour asseoir une paix et un développement durable en RDC et dans la région. Enfin, malgré les défis, notre volonté commune, la bonne coordination des différentes initiatives pour la paix et le développement, le respect des prescrits des instruments internationaux de la Charte des Nations Unies et la Charte de l'Union africaine, l'intégration et la solidarité régionale nous permettront de relever les défis et transformer la région des Grands Lacs en havre de paix et de développement, car ensemble tout est possible. C'est sur cette note d'espoir que je continue mes propos, tout en formulant plein succès à mon successeur, Son Excellence Yoweri Kaguta Museveni, à la nouvelle présidence du mécanisme de suivi de la mise en œuvre de l'accord cadre, qu'il avait par ailleurs assuré à l'occasion du 9e sommet tenu en octobre 2018 à Kampala, en Ouganda. Je vous assure, cher grand frère président Museveni, de mon soutien et de mon encouragement dans l'accomplissement
de vos fonctions. Confiance, notamment à la base. Demandons l'imposition d'un embargo sur les minerais exportés frauduleusement de la RDC aux fins de couper les sources de financement. Nous vous remercions pour la considération que vous accordez à cet appel et pour votre aimable attention. Merci. Your Excellency Yoweri Kaguta Museveni, President of the Republic of Uganda, and our gracious host, Your Excellency Evariste Ndayishimiye, President of the Republic of Burundi, and outgoing Chair of the ROM, Your Excellencies, Heads of State and Government, Your Excellencies, Honorable Ministers of Foreign Affairs, and all other ministers of signatory states here present. Your Excellency, the UN Special Envoy to the Great Lakes, Your Excellency, the High Authority of the African Union Commission to the Great Lakes, representatives of guarantor institutions, members of the Diplomatic Corps, distinguished delegates, ladies and gentlemen. It is an immense honor and gratitude to stand before you today at the 12th high-level meeting of the Regional Oversight Mechanism for the Peace, Security and Cooperation Framework for the Democratic Republic of the Congo and the region. We gather here in Entebbe, Uganda, united by our commitment to our region's peace, security, and prosperity. I extend my congratulations to you, Your Excellency, and through you, the government of the Republic of Uganda and the United Nations Office of the Special Envoy for organizing this important summit. Such gatherings provide a vital platform for sharing information and engaging in dialogue about the pressing crises in the Great Lakes region. Today, we have the opportunity to discuss recent developments and ongoing peace efforts, and how signatory countries to the peace, security, and cooperation framework can further support these initiatives. Your Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, as we address the complex conflict situation and the urgent humanitarian crises facing the Great Lakes region and the DRC in particular, we must acknowledge the resilience of our people who endure these challenges day by day. It is our collective responsibility to listen to their voices, respond to their needs, and work tirelessly to restore stability, peace, and hope for all citizens. Excellencies, the security challenges facing our region demand our most urgent and collective attention. The ongoing M23 conflict in Eastern DRC represents more than a localized insurgency. It poses a critical threat to regional stability and risks undermining decades of peace-building efforts. The ICGLR therefore calls upon the M23 to immediately and unconditionally stop its offensive and refrain from creating parallel state institutions in the Eastern DRC. We further call upon all armed groups operating in the Eastern DRC, such as the FDLR, ADF, Red Tabara, and Codeco, to lay down their arms and to adhere to ongoing peace initiatives under the coordination of the African Union. Meanwhile, the protracted conflicts in the Sudan and South Sudan continue to erode our collective security architecture, creating humanitarian crises that threaten the very fabric of our regional and
cooperation framework. We call upon the RSF armed militia to immediately lay down their arms, cease hostilities, and engage with all other Sudanese parties in meaningful dialogue towards achieving durable peace for the benefit of the people of the Sudan. We also recommend the joint efforts of the East African Community, the Southern African Development Community, and other initiatives to address these pressing situations. These actions provide a beacon of hope. Our collective response must prioritize dialogue, mutual understanding, and collaborative conflict resolution. We stand at a critical juncture where our response will determine the future trajectory of peace and stability in the Great Lakes region. Our collective challenge is to transform these security threats from sources of division into opportunities for deeper regional and continental cooperation, integration, and development. Your Excellencies, heads of state and government, distinguished delegates, ladies and gentlemen, today we emphasize the critical importance of the women, peace, and security agenda. Empowering women and their active participation in peace-building efforts is essential. Women possess unique perspectives and solutions that can lead to more sustainable and inclusive peace processes. In our ongoing commitment to advancing the women, peace, and security agenda, the ICGLR has undertaken significant strategic steps. In 2023, we launched the first ever Regional Gender Barometer, a groundbreaking tool that systematically tracks and measures the progress of gender equality across the region and in our member states. This innovative initiative provides a framework for assessing women's participation in political, economic, and security decision-making processes. Complementing this effort, we are currently incorporating local perspectives into the Women, Peace and Security Agenda project. This project focuses on ensuring women's participation, protection, and empowerment in peace and security efforts within the Great Lakes region, as we actively support the implementation of the UN Security Council Resolution 1325 and related resolutions, recognizing women's vital role in conflict prevention, resolution, and peace building. We have also been developing a multilingual lexicon for detecting and mitigating gender hate speech across our region. This initiative addresses the growing challenge of digital violence that threatens women's participation in public and political life. In addition, following the adoption of the gender-responsive mediation strategy by our esteemed member states, the ICGLR has taken significant steps to empower women's groups and distinguished individuals within the region as insider mediators. Our approach prioritizes enhancing mediation capacities and actively involving local stakeholders, including religious and community leaders, in our mediation initiatives. These initiatives underscore our unwavering commitment to addressing the persistent challenges faced by women in our region. While we have made progress, significant barriers remain in participation, prevention, protection, and recovery. Sexual violence continues to be used as a weapon of conflict,
and women remain underrepresented in key decision-making roles. ICGLR continues to play a crucial role in addressing the illegal exploitation of natural resources, particularly minerals within the Great Lakes region. It achieves this by facilitating regional initiatives, such as the Regional Initiative on the Fight Against the Illegal Exploitation of Natural Resources, which was approved by Your Excellencies Heads of State and Government in Lusaka 2010. It focuses on certifying trade in conflict-free minerals and promoting responsible supply chains. We encourage member states to adopt measures that hold legal entities accountable for participating in illegal mineral exploitation. As a region, we need to extend accountability beyond individual perspectives. Your Excellencies, Heads of State and Government, distinguished delegates, ladies and gentlemen, we cannot overlook the significant role of the guarantor institutions of the peace, security, and cooperation framework must play. Together, we must strengthen these partnerships to tackle the root causes of conflict collaboratively and enhance our regional relations. The road towards lasting stability and peace in our region requires mutual trust, respect, and commitment to understanding and addressing the concerns of our neighbors. In our discussions today, Your Excellencies, you will also concentrate on adopting strategies to revitalize the PSC framework. This framework is not merely a document, but a promise of collaboration and a call to action. As we consider the action plan for revitalization, let us approach it with the spirit of Ubuntu and a shared vision for a brighter future, recognizing that instability in one country is instability everywhere. Furthermore, the ICGLR's role remains pivotal, fostering mutual trust and respect within the region. The ICGLR requires your unwavering support, Your Excellencies, as we collaborate to navigate the complexities of our regional landscape. Let us harness the ICGLR's potential to facilitate dialogue, create synergies, and implement effective strategies that will promote stability and development across the region. Much needs to be accomplished to achieve this, but foremost is the necessity of convening ICGLR statutory meetings, such as this one. Your Excellencies, Heads of State and Government, Your Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, as you already know, embarking on discussions outlined in your agenda, and more importantly, on the path to peace, is never straightforward nor simple. It requires patience, persistent effort, and the courage to make difficult decisions for the greater good. Collectively, we possess the strength to overcome the challenges we face as a region and to build a peaceful and prosperous future for our peoples. In closing, Your Excellencies, I urge all of us to reaffirm our commitment to peace and security in the Great Lakes region. Let us seize this opportunity to collaborate and, above all, to act, turning our commitments into tangible actions that will create real change for the people we serve. I thank you. The African Union Commission, which is one of the guarantor institutions, and to do that is Mr. Sgei. Respectifs. Je tiens à remercier
Son Excellence, Monsieur, encore accepté d'accueillir cette importante réunion de haut niveau du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération en République démocratique du Congo et la... Excellence, Monsieur le secrétaire exécutif de la CIRGL, distingués invités, Mesdames, Messieurs, tout protocole observé. Qu'il me soit permis de commencer par rendre grâce à Dieu Tout-Puissant qui nous a permis de nous réunir dans cette belle ville de Entebbe, qu'il continue à nous guider durant les travaux de ce 12e sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région, dont je salue l'excellente organisation. Je remercie particulièrement notre musée, le président Yoweri Kaguta Museveni, pour l'accueil fraternel et chaleureux, ainsi que l'hospitalité légendaire qui nous a été réservée depuis notre arrivée dans cette belle ville de Entebbe, la République de l'Ouganda, la perle de l'Afrique. Je voudrais par cette même occasion transmettre à travers vos excellences les sincères et amicales salutations du peuple burundais au peuple ougandais ainsi qu'aux peuples respectifs des pays signataires de l'accord cadre. Excellences, Mesdames, Messieurs, 12 ans se sont écoulés après la signature de l'accord cadre intervenu le 24 février 2013 à Addis Abeba. Cet accord a l'objectif principal de mettre fin aux conflits armés dans l'est de la RDC et de résoudre les causes profondes de la violence et des guerres répétitives dans la région. Il vise aussi à établir une paix durable, à renforcer la sécurité et à favoriser la coopération régionale pour la paix et le développement durable. Depuis sa signature en 2013, et particulièrement depuis le dernier sommet du mécanisme de suivi de sa mise en œuvre tenu à Bujumbura en 2023, nous avons parcouru un chemin près d'embûches. En effet, la guerre est devenue plus dévastatrice qu'auparavant. Le début de cette année 2025 a été marqué par une situation grave avec la résurgence de la guerre déclenchée par le M23 soutenu par le Rwanda. La conquête et l'occupation des territoires congolais à l'est, la prise de l'aéroport de Goma et de Bukavu, ainsi que le blocage et la destruction des infrastructures ont occasionné des conséquences désastreuses, massacres, violences massives des droits de l'homme, afflux des réfugiés et déplacés, appauvrissement des populations, anéantissement des activités économiques, pillage, etc. Une situation qui va de mal en pis aussi longtemps que la guerre perdure. Les efforts régionaux et internationaux en soutien au gouvernement congolais pour le rétablissement de la paix n'ont pas donné de résultats satisfaisants. La communauté est-africaine, qui pourtant avait marqué des avancées significatives dans la recherche de la solution pacifique, s'est heurtée au manque de volonté du M23 d'entamer les premiers pas vers le rassemblement et le cantonnement des combattants. Moi-même, en tant que président du sommet des chefs d'État de la communauté est-africaine d'alors, j'ai rencontré à maintes reprises les responsables du M23 à Bujumbura
pour chercher ensemble une issue favorable à toutes les parties au conflit. Mais au moment où on allait assister au déclenchement du processus de paix, la guerre a résurgi jusqu'à ce jour. La force régionale a alors été obligée de plier bagages, laissant sur place l'Ouganda et le Burundi qui agissent aux côtés du gouvernement de la RDC sous l'égide des accords bilatéraux de défense commune. En plus de cela, j'ai pris l'initiative d'être à l'écoute des communautés congolaises en rencontrant leurs chefs coutumiers. Parmi tant d'autres, j'ai eu particulièrement des discussions avec la communauté de Banyamulenge et nos échanges ont été fructueux car même s'il y a quelquefois une certaine réticence due aux influences externes, une partie non négligeable de cette communauté se reconnaît congolais. Je tiens ici à féliciter notre frère, son Excellence le Président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a concrétisé sa compréhension en les intégrant dans les institutions de l'État en tant que Congolais. Après le départ de la force régionale, les forces de la SADC sont venues épauler les forces armées de la République démocratique du Congo pour rétablir la paix dans cette région. Mais suite à l'intervention des forces de défense rwandaises aux côtés du M23, ces efforts ont aussi échoué. Aujourd'hui, le Nord Kivu et une partie du Sud Kivu échappent au contrôle du gouvernement avec toutes les conséquences qui en découlent quant à l'exécution des missions régaliennes de l'État congolais. La population de cette partie du territoire erre comme des brebis sans berger. Des efforts de médiation dans les processus de Nairobi et de Luanda semblent ne pas apporter de fruits malgré les efforts fournis par le président angolais, son Excellence Joao Manuel Lorenzo, et l'ancien président kenyan, son Excellence Uhuru Kenyatta. Je voudrais cependant saluer toutes les bonnes initiatives prises et les différents processus en Afrique ou en dehors du continent africain qui contribuent encore à la recherche des solutions par voie négociée. Je salue les efforts déployés à l'échelle régionale, notamment par l'Union africaine, la communauté de l'Afrique de l'Est, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la conférence internationale sur la région des Grands Lacs et la communauté de développement de l'Afrique australe, ainsi que des efforts consentis par le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour rétablir la paix et la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je salue également la nomination du groupe d'éminents facilitateurs pour le processus EAC SADC, dont deux femmes qui appuient le médiateur désigné de l'Union africaine, son Excellence Faure Gnassingbé, président de la République togolaise, et a succédé à son Excellence Joao Manuel Lorenzo, président de la République d'Angola, à qui nous adressons encore une fois nos remerciements pour ce remarquable travail accompli dans le cadre du processus de Luanda. Excellence, au moment où je vous parle, la guerre qui se vit à l'est de la RDC a atteint son paroxysme et si rien n'est fait, elle risque non seulement de s'étendre dans les autres provinces de la RDC, mais elle peut aussi embraser certains pays de la sous-région. En effet, les groupes armés étrangers qui sévissent dans cette partie du territoire de la RDC, profitant du soutien de certains pays comme le Rwanda, sont aux aguets pour tirer profit de cette situation. J'ai eu l'occasion d'alerter la communauté internationale et régionale sur le danger que présente l'élargissement au quotidien de l'étendue du champ de bataille pour la région.
Non seulement cela peut provoquer un afflux de réfugiés incontrôlable, mais cela présente une occasion pour les criminels de faciliter la circulation des armes dans les pays de la sous-région, ce qui risque de créer des tensions entre certains pays. À cette occasion, je tiens à saluer la réaction prompte des différents forums internationaux, notamment la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, condamnant avec fermeté l'offensive menée par le M23 dans le Sud Kivu, dans le Nord Kivu et le Sud Kivu, avec le soutien de la force de défense rwandaise, ainsi que la prise de contrôle de la ville de Goma et celle de Bukavu. Je salue aussi la session du Conseil des droits de l'homme, le sommet de la CEAC et le sommet de l'Union africaine, tous tenus en février 2025, qui ont tous condamné les atrocités commises et qui ont pris la décision et formulé des recommandations qui ont apporté une contribution significative en faveur de la paix de la région. Excellences, Mesdames, Messieurs, les obstacles rencontrés ne pourraient en aucun cas nous empêcher de saluer les réalisations des 2 dernières années en guise de bilan et de mise en œuvre de l'accord cadre. Des consultations de haut niveau que moi-même j'ai menées, d'abord à ma qualité de président de la communauté est-africaine d'alors et aussi en qualité de président du mécanisme de l'accord cadre, des rapprochements diplomatiques entre certains pays, l'organisation pacifique des élections en RDC sont autant de faits à saluer dans nos pays. Par ailleurs, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, en consultation ou conformément à nos orientations et nos encouragements, a mené autant d'initiatives et de contacts, notamment aux États-Unis, au Togo, au Qatar, avec pour objectif de contribuer pour la paix dans la région. Je voudrais féliciter à la même occasion les institutions garantes de l'accord cadre, l'ONU, l'Union africaine, la SADC et la CIRGL, pour leur remarquable contribution en vue de la mise en œuvre de l'accord. Excellences, Mesdames, Messieurs, au cours du 11e sommet du mécanisme de suivi, plusieurs recommandations et encouragements ont été formulés. En effet, les chefs d'État et de gouvernement ont réaffirmé la pertinence de l'accord cadre en tant que moyen de promouvoir la paix et une stabilité durable dans la région et ont demandé au comité d'appui technique de procéder à une évaluation indépendante, franche et sincère de la mise en œuvre de l'accord cadre, en soulignant ses forces et ses faiblesses et d'examiner comment les pays signataires adhèrent à des principes et à ses engagements. À cet effet, c'est avec satisfaction que je me félicite du travail accompli pour la revitalisation de l'accord cadre dont le document assorti d'un plan d'action va vous être présenté. Ce travail a été un résultat de plusieurs étapes, notamment une retraite relative des pays signataires, des institutions garantes et d'autres partenaires organisés à Durban, en Afrique du Sud, en octobre-novembre 2023, suivi de plusieurs réunions du comité d'appui technique et de la session ministérielle qui a eu lieu hier ici à Kampala. De même, le communiqué final du 11e sommet du mécanisme de suivi a mis en exergue le soutien à la pleine participation des femmes et des jeunes à la prévention des conflits, à la consolidation de la paix et au dialogue politique dans la région, y compris le processus de Nairobi et de Luanda. Des encouragements ont été formulés à l'endroit de la République du Burundi en tant que présidence entrante du mécanisme régional de suivi, à organiser une plateforme de dialogue
avec les femmes et les jeunes de la région, afin de leur permettre de contribuer aux efforts régionaux de paix. Je suis de vous annoncer que le dialogue continental intergénérationnel sur la jeunesse, la paix et la sécurité a été couplé au Forum de jeunes des pays signataires de l'accord cadre et s'est tenu à Bujumbura au Burundi du 14 au 16 décembre 2023. J'ai moi-même, en ma qualité de président en exercice du mécanisme régional de suivi et champion de l'Union africaine pour l'agenda jeunesse, paix et sécurité, ouvert les travaux et prodigué des conseils et orientations à la jeunesse conformément à l'agenda 2063 de l'Union africaine et à la résolution 2250 de sécurité des Nations unies, avec des témoignages concernant les actions louables par ou en faveur de la jeunesse. De même, les activités du Forum régional des femmes des pays membres du mécanisme régional de suivi des pays signataires de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région ont eu lieu le 22 et 23 août 2024 à Bujumbura sur le thème « Promouvoir le programme régional pour la paix, la sécurité et la coopération économique pour la prévention, la protection et le relèvement ». J'ai également moi-même procédé à l'ouverture des travaux soulignant le rôle indispensable des femmes dans la prévention et la résolution des conflits, encourageant les chefs d'État et de gouvernement des pays signataires de l'accord cadre de concentrer les efforts visant à prendre en compte la voix de la femme, notamment en exerguant l'impact des conflits sur les femmes et la nécessité de leur pleine participation au processus de paix et de sécurité, tout en encourageant les femmes à développer des stratégies efficaces pour construire une paix durable. Toujours dans le cadre de la mise en œuvre des décisions et recommandations du 11e sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre, la cellule opérationnelle sur les mesures non militaires a été encouragée à poursuivre son engagement et auprès des groupes armés étrangers en RDC, en toute transparence avec le gouvernement congolais. Les résultats de la mission effectuée en RDC en septembre 2024 par la cellule opérationnelle du groupe de contact et de coordination, un mécanisme de l'accord cadre sur les mesures non militaires à l'est de la RDC, axé sur le désarmement en vue du rapatriement des anciens combattants, ont été déterminants pour l'organisation d'un atelier technique afin de permettre l'élaboration d'un cadre légal national pour la réintégration des ex-combattants qui ont renoncé à la violence. Cet atelier a été organisé en décembre 2024 à Bujumbura. Le processus de mise en place du cadre légal suit son cours. Excellences, Mesdames, Messieurs, je m'en voudrais si je ne souligne pas le rôle joué par les uns et les autres dans la réussite de la mission qui m'était assignée. Ainsi, je me permets de noter que ces résultats ont été rendus possibles grâce notamment à une collaboration étroite et productive entre les services de renseignement burundais et congolais, à l'appui du bureau de l'envoyé spécial des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, ainsi que d'autres partenaires à qui j'adresse mes sincères remerciements. Excellences, Mesdames, Messieurs, je ne peux terminer la présentation de ce rapport sans parler de la contribution du Burundi comme pays signataire dans la mise en œuvre des principes énoncés dans l'accord cadre. Mais tout d'abord, je voudrais rappeler les principes auxquels les pays de la région se sont engagés. Il s'agit de ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures des États voisins, ne pas tolérer ni fournir une assistance ou un soutien quelconque à des groupes armés. Il s'agit aussi de respecter la souveraineté et l'intégrité du territoire et des États voisins,
renforcer la coopération régionale, y compris à travers l'approfondissement de l'intégration économique, avec une attention particulière accordée à la question de l'exploitation des ressources naturelles. Il s'agit aussi de respecter les préoccupations des intérêts légitimes des États voisins, en particulier au sujet des questions de sécurité. Il s'agit aussi de ne pas héberger ni fournir une protection de quelque nature que ce soit aux personnes accusées de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, d'actes de génocide ou de crimes d'agression, ou aux personnes sous régime de sanctions des Nations Unies. Et en fait, il s'agit de faciliter l'administration de la justice grâce à la coopération judiciaire dans la sous-région. Excellences, Mesdames et Messieurs, ces engagements nous interpellent tous aujourd'hui et le Burundi les a pris comme cheval de bataille. En ce qui concerne le Burundi, il a déjà pris la position ferme et positive de ne jamais être parti au conflit, mais plutôt être parti à la solution. Le Burundi est déterminé à jouer un rôle clé dans la création de l'environnement favorable pour offrir un espace de paix permettant à la région de s'épanouir dans la tranquillité. Alors que dans le passé, le Burundi était un fardeau pour l'Afrique et la région, il est devenu aujourd'hui un pays stable et réconcilié. La paix et la sécurité règnent sur tout le territoire national du Burundi et demeurent une priorité du gouvernement et du peuple burundais, contribuant ainsi aux missions de paix dans la région. Au niveau national toujours, d'autres activités importantes en faveur de la paix et du développement sont réalisées, y compris l'encadrement de la jeunesse et le renforcement du leadership féminin. La population burundaise s'apprête à participer paisiblement aux élections législatives et communales le 5 juin 2025. À cet effet, la communauté nationale et internationale a été témoin le 9 mai 2025 du lancement de la campagne électorale au Burundi que j'ai moi-même lancée, cérémonie au cours de laquelle tous les candidats des partis politiques se sont alignés comme les équipes de haut championnat des Jeux olympiques et ont défilé ensemble, main dans la main, confiant en ce processus électoral financé par les Burundais eux-mêmes. Ce signe traduit à suffisance la maturité démocratique de mon peuple et je peux vous témoigner avec assurance que ces élections seront démocratiques, libres, transparentes et apaisées pour dire que le Burundi crée des conditions favorables pour la région, pour la stabilité de cette région. Au sujet de la solidarité et des actions humanitaires, permettez-moi de souligner qu'à la suite de la guerre à l'est de la RDC, particulièrement depuis le début de cette année 2025, le Burundi a fraternellement accueilli plus de 120 000 réfugiés congolais. À ce sujet, le Burundi a besoin d'un appui multiforme de ses partenaires pour accomplir davantage ces louables actions humanitaires. Je tiens aussi à remercier le gouvernement congolais à travers le bureau de la première dame congolaise qui s'est joint au bureau de la première dame du Burundi pour venir en aide à cette population réfugiée. Je remercie aussi les associations locales et les confessions religieuses burundaises pour leur compassion qui se manifestent par des soutiens multiformes aux besoins des réfugiés burundais. Aussi dans cette logique de soutenir la RDC pendant ces moments de crise, non seulement le Burundi accueille ces enfants de la nation congolaise, mais aussi le Burundi aide le gouvernement congolais à secourir cette population en détresse à l'intérieur de son pays. Comme je viens de le dire, le Burundi offre un espace aux voisins dans la région. Nous nous félicitons de la cohabitation pacifique avec les États voisins, même si nous ne pouvons pas être hypocrites en la matière. Il y a un contentieux entre le Burundi et le Rwanda, mais le Burundi est déterminé à chercher une voie de sortie par le dialogue. Nous attendons avec patience et beaucoup d'espoir la manifestation de bonne foi du côté du Rwanda
pour mettre fin à ce contentieux de façon pacifique. Pour nous, nous ne croyons en aucun cas que le conflit entre les États peut se résoudre par la guerre. Nous devons privilégier cette voie de dialogue. C'est ainsi que même pour juguler les causes profondes du conflit en RDC, le Burundi est disposé à donner sa contribution, jouissant de son expérience dans la réconciliation nationale. Excellences, Mesdames, Messieurs, permettez-moi, avant que je ne chemine vers la fin de mes propos, de rappeler les grandes responsabilités qui nous incombent tous et des initiatives à soutenir pour nous attaquer davantage aux causes profondes des conflits dans la région. En effet, Excellences, Mesdames, Messieurs, le conflit en RDC ne prend pas origine dans les causes liées à la frontière. La RDC, le Rwanda, le Burundi partagent une histoire harmonieuse depuis la colonisation. En effet, pendant la colonisation belge, Bujumbura était la capitale de la région, comprenant le district de Kivu ayant comme capitale Goma, tandis que le royaume du Rwanda et du Burundi avaient respectivement la capitale Kigali et Gitega. Les trois entités cohabitaient pacifiquement et vivaient en symbiose comme dans un État fédéré. Après l'indépendance, il a été créé une communauté économique des États des pays des Grands Lacs, CPGL, avec comme capitale Gisenyi au Rwanda. Son objectif était de promouvoir l'intégration économique et régionale entre ses membres, en favorisant la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux, ainsi que la sécurité régionale. Déjà avant l'indépendance en 1958, nous avions déjà en commun une centrale hydroélectrique sur la rivière Rusizi qui nous sépare. En ce moment, nous menons ensemble un troisième projet de construction de la centrale hydroélectrique sur cette même rivière. Ceci pour vous dire que cette sous-région a un cordon historique qui unit ses États membres. Il est alors possible de creuser en profondeur pour mettre en évidence les racines réelles de ce conflit et les résoudre. En effet, ce conflit ne prend réellement son origine que dans la conséquence du génocide rwandais, quand la population a pris la voie de l'exil et que le gouvernement du Rwanda a pris la mesure de les poursuivre sur le sol congolais. Depuis lors, la RDC n'a jamais retrouvé la paix, car cette poursuite était non seulement la conséquence de la destruction totale de l'armée rwandaise de l'époque, mais aussi elle a abouti à la destruction encore totale de l'armée zaïroise, causant ainsi la prolifération des armes dans les milieux civils congolais. Et cela a été l'occasion pour les criminels de la région de se procurer des armes et d'occuper cette partie du territoire qui est entre l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi. Ainsi, pour résoudre ce problème, il faut s'attaquer par deux angles. Le côté interne à la RDC et le côté inter-État. Pour le volet de la sécurité régionale, nous devons tous nous convenir pour désarmer ou mettre hors d'état de nuire tous les groupes armés étrangers qui se trouvent sur le sol congolais et nous engager, conformément aux principes énoncés au point 5 de l'accord cadre, de ne pas tolérer ni fournir une assistance ou un soutien quelconque à des groupes armés. Ensuite, entamer des questions d'intérêt commun liées à la vie de nos peuples respectifs. Dans ce sens, il n'y aura plus ce climat de suspicion entre nos États. Ce sera plutôt une occasion aussi de revitaliser la CPGL. C'est le cessez-le-feu. En ce qui concerne le volet sécurité interne en RDC, l'action concrète consistera d'abord à garantir la sécurité de tous les citoyens. Et cela consiste à faire le cessez-le-feu et le désengagement des forces, à désarmer tous les groupes
et civile armée et a entamé le processus de dialogue inclusif pour aboutir à la définition d'un avenir commun à tous les Congolais. Il faudra surtout se focaliser sur les bases de la stabilité intérieure des États, qui sont notamment le renforcement de la bonne gouvernance, de la démocratie, de la lutte contre la corruption et l'exploitation illicite des ressources naturelles, la résolution du problème des réfugiés et le chômage, etc. Excellences, Mesdames, Messieurs, pour stabiliser nos pays et nos États, nous devons capitaliser les atouts immenses et notre richesse humaine dont les femmes et les jeunes occupent une place de choix pour la paix, la sécurité et le développement. Mais toujours, l'adéquation paix et développement, qui sont entièrement liés, doivent demeurer une priorité. C'est ainsi que notre proposition de plan de paix pour l'Est de la RDC insiste sur le démantèlement des forces négatives étrangères sur le sol congolais et la création d'un climat de confiance entre les États reste le couplet et le refrain de notre musique. Excellences, Monsieur le Président de la République de l'Ouganda, Excellences, Mesdames, Messieurs, avant de clore mon allocution, je voudrais souligner que je laisse à mon successeur un dossier important, celui de poursuivre la revitalisation de cet accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région. L'accord cadre revitalisé sera un outil essentiel et jouera un rôle crucial pour asseoir une paix et un développement durable en RDC et dans la région. Enfin, malgré les défis, notre volonté commune, la bonne coordination des différentes initiatives pour la paix et le développement, le respect des prescrits des instruments internationaux de la Charte des Nations Unies et la Charte de l'Union africaine, l'intégration et la solidarité régionale nous permettront de relever les défis et transformer la région des Grands Lacs en havre de paix et de développement, car ensemble tout est possible. C'est sur cette note d'espoir que je continue mes propos, tout en formulant plein succès à mon successeur, Son Excellence Yoweri Kaguta Museveni, à la nouvelle présidence du mécanisme de suivi de la mise en œuvre de l'accord cadre, qu'il avait par ailleurs assuré à l'occasion du 9e sommet tenu en octobre 2018 à Kampala, en Ouganda. Je vous assure, cher grand frère président Museveni, de mon soutien et de mon encouragement dans l'accomplissement de vos fonctions.
Sio wamuhozo ono wa jamani. Yoyo. Yoyo no gai wa jamani. Asosemuza bbali kunomuza ogamba yimirira yimira. Simutegedde. Nailandi. Jamani ngezeese bangi. Kituufu yona. Andabe bwe kyaliwo olumutunuulira. China. Meow.
Thank you. Merci beaucoup. Gentlemen. Gentlemen, let's get out here. Thank you. Let's step up. Step up, step up, step up. We will pull guide. Maybe an hour. Put down the bed.